Titre place au développement, bienvenue à tous à ce journal. Le chef de l'État, Joseph Kabila, a assisté ce mercredi à l'aéroport de Goma au Nord Kivu au premier vol international. Ceci 48 heures après avoir lancé les travaux de construction de la nouvelle aérogare et du prolongement de la piste de cet aéroport. Précisons que c'est l'avion présidentiel qui a emmené le chef de l'État en Égypte qui a effectué ce premier vol international et le deuxième vol international en provenance de la Belgique, c'est celui de la compagnie Ethiopian Airlines qui est arrivé ce mercredi à Goma. Il était 13h GMT, soit 15h heure de Goma, lorsque le deuxième vol international est arrivé à l'aéroport international de Goma après celui de Joseph Kabila. Et c'est la compagnie Ethiopian Airlines qui a atterri en provenance de la Belgique. C'est le gouverneur de province Julien Paluku et quelques membres de son gouvernement qui sont venus accueillir ces premiers passagers qui disent avoir bien voyagé. Je vis en Belgique depuis 20 ans. Je n'ai jamais eu l'occasion de revenir parce que c'était difficile de ne pas revenir sur ça. Mais aussi, c'est toute une richesse vraiment pour nous qui vivons la diaspora, qui pouvons revenir, avoir des facilités. Et ça nous donne vraiment beaucoup de confiance dans la suite, dans le progrès de notre région. Désormais donc, l'aéroport de Goma est ouvert au monde entier. C'est que salue quelques habitants rencontrés à l'aéroport. Je suis très ravi, encore très ravi, parce que ça fait longtemps que nous attendions vraiment des vols internationaux. Aujourd'hui, vraiment, nous voyons Ethiopian Airlines atterrir ici à Goma. C'est un autre soulagement pour nous, surtout nous les commerçants. Nous pensons que la population a gagné et elle doit se réjouir. L'arrivée d'Ethiopian Airlines doit avoir un impact en attirant d'autres compagnies internationales. Hier, nous avons eu le président de la République qui, lui, est un homme, quand il promet, il réalise. Et bien, voilà ce qui s'est passé. Signalons que les autres compagnies sont annoncées à Goma. C'est notamment Kenya Airways, Bruxelles Airlines, les compagnies des Émirats Arabes Unis et bien d'autres grandes compagnies de renommée mondiale. Je vous l'annonçais tout à l'heure, signature d'un accord de financement entre la RDC et la BAD ce mercredi au ministère des Finances. Cet accord sous forme de dons est estimé à 53,5 millions de dollars américains destinés à couvrir le projet d'appui au développement du secteur privé et à la création d'emplois. La cérémonie s'est déroulée en présence de quelques bénéficiaires, notamment le vice-premier ministre de l'Emploi, le ministre du Plan, celui de PME ainsi que le directeur général de l'INPP. Dialogue national, les partis politiques membres de la nouvelle classe politique et sociale regroupés au sein de l'opposition nationaliste demandent au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC d'offrir ses bons offices conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'opposition nationaliste qui continue de soutenir un dialogue essentiellement congolais et sous la modération des Congolais croit néanmoins que le chef de la MONUSCO peut encourager les politiques congolais à aplanir leurs divergences d'approche. Cette plateforme politique de l'opposition a formulé sa demande dans un mémorandum déposé ce mercredi au siège de la MONUSCO situé au centre d'affaires de Kinshasa. Son leader Steve Mbikai a livré le contenu de ces mémos devant la presse. Considérant que les uns et les autres, d'une manière ou d'une autre, sont d'accord avec le dialogue à la différence des approches, considérant la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU en son point 14b qui demande au représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour la République démocratique du Congo, dans le cadre de sa mission des bons offices, de promouvoir un dialogue politique transparent et sans exclusive entre toutes les parties prenantes congolaises en vue de favoriser la réconciliation nationale et la démocratisation et d'encourager l'organisation d'élections provinciales et locales crédibles et transparentes. L'opposition nationaliste est souvent surprise et scandalisée quand elle entend monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU dire qu'il ne pourrait offrir ses bons offices que si les deux camps, opposition et majorité, les lui demandent. Nous estimons que le mandat lui confié par la résolution 98 lui procure déjà la légitimité pour pareille démarche. Nous lui demandons d'user
de son influence pour arriver à mettre ensemble toutes les tendances de l'opposition en vue de leur permettre de parler d'une même voix à la table de négociation au mieux des intérêts espérés de la nation. Nous exhortons, monsieur le représentant spécial, sergent des Nations Unies, d'appliquer la disposition sus-évoquée en vue d'amener toutes les parties au dialogue tant attendu. Cela éviterait à notre peuple de revivre les scènes macabres 2006 et 2011. Une telle démarche consoliderait la paix dans notre pays en permettant à la classe politique de dégager un consensus avant qu'il soit très tard. Et pour sa part, la MONUSCO a réaffirmé sa volonté d'apporter son soutien au dialogue national. Déclaration faite par Martin Kobler qui était ce mercredi l'invité de l'émission JMK Today. Nous sommes impartials ici dans le processus électoral, naturellement. Nous n'interférons jamais dans les affaires domestiques du pays, mais nous ne sommes pas neutres ici. Nous avons notre mandat 2021 qui est basé sur certains principes. C'est le principe de constitutionnalité, c'est le principe aussi d'avoir les élections au mois de novembre 2016, les élections présidentielles et législatives. C'est dans notre résolution sur l'opinion du Conseil de sécurité et ce sont les principes sur lesquels nous sommes basés. Mais les autres choses sont totalement impartiales voilà, si on nous demande d'assister, nous assistons. Avant de discuter le soutien logistique, il faut tout d'abord définir alors les questions. C'est le budget, c'est le calendrier électoral. Est-ce que c'est encore faisable d'avoir les élections au mois d'octobre, les élections locales? On a ceux qui disent oui, on a ceux qui disent non. Et il faut avoir les décisions de la CENI, quoi faire maintenant, et de la classe politique. Et puis on peut décider sur les questions techniques, sur les questions aussi logistiques, parce qu'il faut savoir tout d'abord le financement, les délais, les échéances. Ce sont des questions techniques. Si on a les décisions, on peut planifier. Et puis lutte contre les groupes armés, le nombre d'éléments FDLR encore actifs à l'est de la RDC est passé de 1200 à moins de 400, selon un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement Lambert Mende. Ce nombre ne prend pas en compte les familles inoffensives des éléments en question, ni des réfugiés rwandais vivant dans les régions du Nord et du Sud Kivu, où ces criminels se sont repliés. Les actions des forces, c'est le moyen choisi par le gouvernement congolais qui réaffirme sa détermination à désarmer les rebelles des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, encore militairement actifs dans les deux Kivu et le rapatriement dans leur pays d'origine. Notre position, c'est qu'ils doivent être désarmés complètement par l'opération des FARDC qui sans la participation de la MONUSCO, parce que nous avons renoncé à l'appui de la MONUSCO à cause des pratiques avilissantes et discriminatoires de la MONUSCO vis-à-vis de nos soldats. Très clair. Le coordonnateur du Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme, basé dans la province du Nord Kivu, Omar Kavota, avait estimé que le week-end dernier, à plus de 800 combattants résiduels d'FDLR dans les deux provinces du Kivu. Kinshasa confirme le nombre de moins de 400 éléments et n'entend pas polémiquer sur le nombre, plutôt passer à l'action. Confirmions les derniers chiffres du commandement de la zone militaire, troisième zone militaire de Goma, faisant état de forces résiduelles ne dépassant pas 390 éléments, les autres ayant été soit neutralisés, soit désarmés volontairement ou par la force, et les opérations se poursuivent à notre satisfaction. Nous avons répondu à cette association qui s'est basée sur des chiffres lancés par la MONUSCO, avec lequel, vous savez, nous avons une controverse concernant sa non-participation à cette opération et qui semble prendre des chiffres comme ça un peu à l'emporte-pièce sans être sur le terrain. Les chiffres que je vous donne sont des chiffres recoupés par différents services d'intelligence et que nous confirmons comme gouvernement. Le gouvernement engage tout de même le Centre d'études pour la promotion de la paix, la démocratie et les droits de l'homme et toutes les populations des provinces du Nord et du Sud Kivu à soutenir la décision des hautes autorités du pays
de faire respecter la souveraineté et la dignité de la RDC, tout en faisant confiance aux forces armées de la République démocratique du Congo qui continuent sans désemparer leurs opérations de pacification et de sécurisation de la région. Les entreprises publiques directement impliquées dans la diminution naturelle des eaux sur le fleuve étaient réunies ce mercredi à Kinshasa au cours d'un déjeuner d'information pour réfléchir sur l'étiage ainsi que sur ses conséquences. Il était question pour tous les acteurs, chacun à son tour, de mettre en lumière l'impact négatif de ces phénomènes qui frappent de plein fouet l'activité socio-économique en RDC. L'initiative de cette rencontre, qui a réuni également quelques organes de presse, a été prise par la Société nationale d'électricité avec à sa tête son directeur général Eric Mbala. Le fleuve Congo est en perte continuelle de sa ressource naturelle. Il perd plus d'eau que d'habitude et les conséquences sont plus drastiques que les années antérieures. La situation est d'autant plus préoccupante que les conséquences sont ressenties dans quasiment tous les secteurs de la vie. La baisse considérable d'eau entraîne une incidence négative sur le transport fluvial et maritime, mais aussi un problème sérieux de la desserte en eau et en électricité. D'où ce déjeuner d'information initié par la Société nationale d'électricité pour évoquer ce problème avec toutes les entreprises publiques concernées par l'étiage. La Mételsat, la Régie des voies fluviales, la Régie des voies maritimes, la Régie des eaux, la SCPT et même le ministère de l'Environnement se voient du coup être concernés. Le problème est global, au point qu'il paralyse à la fois l'activité économique et opérationnelle de ces entreprises. Conséquence, le délestage intense, la fourniture irrégulière en eau vers les abonnés et les passagers qui doivent attendre longtemps pour naviguer sur le fleuve. Selon leurs responsables, tous sont unanimes, la tendance des eaux est en baisse continuelle et la pente ne remonte plus. Nous réduisons progressivement, d'abord pour protéger nos installations, et nous avertissons également la clientèle sur les rationnements que nous opérons et en leur demandant également de discipliner pour ne prendre que ce que nous délivrons et ne prendre qu'au moment où ils sont connectés au réseau et de ne pas le faire de manière frauduleuse. Pour le numéro 1 de la Régie des eaux, les causes sont parfois négligeables. Nous aggravons nos situations d'étiage par le drainage de matière en suspension dans l'eau. Donc le sable qui va dans l'eau, les érosions par exemple. Il y a aussi le déboisement que nous faisons peut-être de manière pas très contrôlée, qui influe sur la pluviométrie. Il y a d'autres phénomènes qui sont de phénomènes, bon, je ne sais pas, on peut parler aussi de l'émission de gaz à effet de serre. La sonnette d'alarme est donc tirée. Il faut agir maintenant si l'on veut préserver cette ressource vitale le plus longtemps possible. Et dans le même registre, sachez que le barrage de Ntseke, à environ 90 km de Kolwezi, dans la nouvelle province du Lualaba, est doté d'un système numérique de contrôle, de protection et de gestion, ce qui permet aujourd'hui à la SNEL de contenir l'étiage qui frappe le lac artificiel qui alimente la centrale. José Mouyumba pour plus de détails. Dans le souci d'améliorer la desserte en énergie électrique, le gouvernement du Congo-Kinshasa ne cesse de mettre la main à la poche en vue de répondre au processus d'émergence du Congo lancé par le président Joseph Kabila Kabange. L'État congolais s'est sérieusement investi pour moderniser la centrale hydroélectrique de Ntseke dans la nouvelle province du Lualaba. Sur les 4 machines appelées hydrogénérateurs qui étaient presque à l'arrêt, 3 ont repris avec force le fonctionnement. Elles sont désormais dotées d'un système numérique de protection et de contrôle. Toutes les données de fonctionnement de différents compartiments de la centrale sont gérées et contrôlées par le système de gestion appelé CODA. 3,5 km², c'est la superficie du lac artificiel tiré du fleuve Lualaba qui alimente le barrage de Ntseke. Selon Léonard Mwamba Mwanabouté, responsable et gestionnaire de la centrale, malgré la diminution du niveau d'eau, le système numérique actuel permet à la SNEL d'alimenter les miniers et même la population. Le barrage hydroélectrique de Ntseke alimente la quasi-totalité du Grand Katanga. Il est le 3e en puissance énergétique après Inga 2. Il est situé à près de 90 km de Kolwezi. Kolwezi, José Mouyumba, Télé 50.
Et un mot de culture dans ce journal après La Rochelle en France, Montréal au Canada, New York aux États-Unis et Spa en Belgique. Kinshasa s'apprête à recevoir la première édition africaine des Francopholies. Elles se tiendront du 7 au 13 septembre 2015 sur différents sites de la capitale.